Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte vraiment passionnant, des extraits du chapitre 5 de la Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. Mmh. Notre objectif, c'est d'explorer un peu ces idées, formulées au XIVe siècle, excusez du peu, sur comment on gagne sa vie, comment les sociétés fonctionnent à ce niveau-là. Oui. Et comment tout ça, ça façonne notre monde. On va regarder de près ces idées sur le profit, les métiers, leur impact social. C'est assez dense. Effectivement. Et ce qui est frappant avec Ibn Khaldoun, c'est sa lucidité, sa modernité même, sur ces questions économiques et sociales. On va essayer ensemble de décortiquer un peu ces concepts clés, la nature du profit, les différents moyens de subsistance, et puis, point très important, le rôle du statut social là-dedans. Alors justement, commençons par la base, le profit. Qu'est-ce que c'est pour lui fondamentalement? Ça semble être vraiment le point de départ de toute son analyse. C'est exactement ça. Pour Ibn Khaldoun, en fait, toute valeur, tout ce qu'il appelle le profit, le kasb, ça provient ultimement du travail humain. Ah oui, C'est vraiment le moteur. Et il fait bien la distinction entre ce profit global et ce qu'il nomme la subsistance, le risque, qui est juste la part dont on a besoin pour vivre. d'accord. Et l'excédent, ce qui reste une fois qu'on a couvert ses besoins, eh bien c'est ça qui devient du capital, de la richesse qu'on peut accumuler. Sans effort humain, même les ressources naturelles, elles n'ont pas de valeur en soi, pas de valeur utile. Il insiste beaucoup là-dessus. Le travail, c'est la clé. D'accord. Il ajoute même, et c'est intéressant, que l'or et l'argent sont cruciaux comme mesure stable de cette valeur, justement parce que le prix des autres biens, lui, il fluctue beaucoup. Et cette idée que la richesse d'une société, d'une ville, elle est directement liée à la quantité de travail disponible, c'est très fort chez lui. Il a cette image des sources qui se tarissent si on arrête de puiser l'eau. Précisément. C'est une métaphore, oui, très puissante. Ça dit bien qu'une civilisation, elle ne vit, elle ne prospère que par le travail collectif de ses membres. Moins il y a de travail investi, moins il y a de richesses générées, et donc moins de moyens de subsistance pour tout le monde. C'est une vision très dynamique, en fait. L'activité humaine, elle entretient et fait croître la prospérité. Une ville sans travail, c'est une ville morte en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon, cette base est posée, le travail comme source de valeur. Mais alors concrètement, à son époque, comment les gens gagnaient leur vie? Il nous donne un panorama assez détaillé. Oui, il identifie plusieurs, on va dire, grandes voies pour gagner sa vie. Il y a d'abord ce qui vient de l'autorité, du pouvoir politique. Les impôts, les taxes. Exactement. Les impôts, les taxes, c'est une forme de prélèvement sur le travail des autres, mais qui est légitimée par le pouvoir en place. Ensuite, il y a l'exploitation directe de la nature, la chasse, la pêche, mais aussi l'élevage pour le lait, ou l'apiculture pour le miel, la sériculture pour la soie, tout ça. Et bien sûr, l'agriculture. Il la place assez haut, non? Dans sa hiérarchie des activités. Tout à fait. Pour lui, c'est la plus ancienne, la plus naturelle des activités humaines. Elle est fondamentale. Et il la voit comme relativement simple, dans le sens où elle ne demande pas, selon lui, de grandes spéculations théoriques. Après l'agriculture viennent les métiers, ce qu'on appellerait l'artisanat. Mhm. Ceux-là, il les considère comme secondaires par rapport à l'agriculture. Ils sont liés à la vie sédentaire et ils exigent déjà plus de réflexion, un savoir-faire technique qui se transmet, le travail du bois, le tissage, la poterie, etc. D'accord. Et enfin, il y a le commerce. Oui, le commerce. L'idée de base, c'est acheter à bas prix pour revendre plus cher. Simple, en apparence. Oui, en apparence. Il détaille un peu. Soit on stocke la marchandise en attendant que les prix montent, soit on la transporte vers un endroit où elle est plus rare et donc plus chère. Pour lui, c'est un moyen naturel de gagner sa vie. Mais ça demande déjà une certaine astuce, une forme d'ingéniosité, on pourrait dire, spéculative. Mais on sent quand même chez lui une certaine méfiance, voire une critique envers certains moyens de subsistance. Il n'approuve pas tout, loin de là. C'est très juste, oui. Il y a des activités qu'il juge carrément non naturelles, ou en tout cas moralement inférieures. Par exemple, le fait d'être serviteur. Ah oui, Il voit ça comme une forme de dépendance, presque une faiblesse de caractère, qui naît du luxe excessif des employeurs. Et d'ailleurs, il souligne, c'est assez amusant, la difficulté quasi insurmontable de trouver un serviteur ou une aide domestique qui soit à la fois compétent et fiable. ça n'a pas beaucoup changé peut-être. C'est ce qu'on pourrait penser, oui. Un dilemme apparemment intemporel. Et puis il y a ce long développement sur la chasse au trésor. Là, il n'y va pas avec le dos de la cuillère.
Non, effectivement. Pour lui, c'est une illusion totale. C'est une activité pour les esprits faibles, dit-il, ceux qui cherchent la richesse facile et qui fuient l'effort des moyens naturels, comme l'agriculture, l'artisanat, le commerce normal. Il démontre méthodiquement toutes les légendes de trésors cachés par magie, gardés par des djinns. Pour lui, ce sont des fables, des histoires ridicules. Mhm. Alors, il admet bien qu'on puisse tomber par hasard sur d'anciens vestiges, il donne l'exemple de l'Égypte, mais il rejette complètement l'idée qu'il y aurait une science ou une méthode pour les découvrir activement. C'est une critique assez vive de la crédulité et de ce qu'il voit comme de la paresse intellectuelle. Le rang, la position et la capacité à s'enrichir. C'est une analyse d'une modernité incroyable, je trouve. C'est absolument fondamental dans sa pensée, oui. C'est un point clé. Il observe qu'une personne qui a un haut rang, un notable, un chef puissant, un érudit très respecté, eh bien, cette personne attire naturellement le travail et les services des autres. Comment ça? Les gens vont chercher sa protection, ses faveurs, ou simplement ils le respectent énormément. Et donc, ils vont travailler pour lui, l'aider, lui rendre des services, souvent sans attendre une rémunération directe et immédiate. Ce travail gratuit, ou disons offert en échange de prestige, de protection, ça représente une accumulation de valeur qui est énorme, et surtout très rapide pour celui qui en bénéficie. Ah oui, d'accord. Du coup, le pouvoir, qu'il soit politique ou simplement social, devient en soi une sorte de machine à générer de la richesse. On pourrait dire aujourd'hui, avec nos mots, qu'il analyse le capital social et comment il peut se convertir en capital économique. Et c'est une rupture très nette avec l'idée que la richesse viendrait uniquement de son propre travail, comme pour l'artisan ou le petit marchand dont il parlait avant. Exactement. Il oppose très clairement la situation des gens qui n'ont pas de rang influent, les artisans, les marchands ordinaires, qui, eux, ne peuvent compter que sur la valeur qu'ils ajoutent par leur propre travail ou sur le rendement de leur petit capital de départ. Leur enrichissement est lent, il est laborieux, il est directement proportionnel à leurs efforts personnels, alors que celui qui a du rang, lui, peut voir sa fortune croître très vite et largement grâce au travail des autres. C'est impressionnant. C'est comme ça, par exemple, qu'il explique comment des hommes de religion ou des savants, qui n'avaient pas forcément de fortune au départ, mais qui jouissaient d'un grand prestige, pouvaient s'enrichir considérablement, simplement grâce aux dons, aux services que leurs disciples ou leurs admirateurs leur offraient par respect. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est euh, comment on l'acquiert, ce fameux rang si précieux, s'il est la clé d'un enrichissement rapide? La réponse d'Ibn Khaldoun est assez directe, et on pourrait même dire un peu cynique vu d'aujourd'hui. Pour lui, la voie royale pour obtenir un rang, surtout auprès des puissants, eh bien c'est la flatterie, c'est la soumission, l'obséquiosité. Ah oui, carrément. Oui, il faut savoir plaire, se montrer dévoué, ne pas contredire, pour gagner les faveurs qui ouvrent les portes de l'influence et, par conséquent, de cette richesse plus facile. Ce qui veut dire, à contrario, que les caractères plus fiers, plus indépendants, ils sont désavantagés. C'est exactement ce qu'il observe. Il note que les personnes qui sont trop fières, par exemple de leur savoir, ils pensent aux savants imbus d'eux-mêmes, ou de leur art, les scribes, les poètes trop orgueilleux, ou même de leur naissance, les nobles qui se reposent sur la gloire passée de leurs ancêtres, eh bien ces gens-là échouent souvent à obtenir ou à conserver un rang qui soit profitable. Pourquoi? Parce que leur arrogance, leur fierté les rend antipathiques aux dirigeants, et en plus, ça les coupe du soutien populaire, du réseau d'influence. Résultat, ils restent souvent pauvres. Il cite même un proverbe de son temps qui dit « Celui qui est parfait en savoir n'obtient pas de part au bien de ce monde ». C'est une observation assez cruelle sur la nécessité de ce qu'on appellerait l'intelligence sociale, voire la complaisance pour réussir matériellement dans un système qui est basé sur les relations de pouvoir. Hmm. Il va même jusqu'à décrire comment, dans une dynastie qui vieillit, le souverain finit souvent par écarter les descendants peut-être arrogants des anciens piliers du régime pour les remplacer par de nouveaux venus plus malléables, plus flatteurs. C'est une vision assez pragmatique des choses. Passons au métier, à l'artisanat. Quelle importance ça a dans sa vision de la civilisation? Les métiers sont absolument essentiels. Ils représentent l'application concrète de l'intelligence humaine, du savoir-faire. Ils nécessitent un apprentissage, une transmission, souvent longue de génération en génération. Et puis, ils évoluent. Au début d'une civilisation, les métiers répondent aux besoins de base, se nourrir, s'abriter, se vêtir. Mais avec le développement, l'apparition du luxe, eh bien, les métiers se complexifient, ils se raffinent. Pour Khaldoun, l'état des métiers est un indicateur direct du niveau de développement de sophistication d'une société sédentaire.
Plus c'est avancé, plus les métiers sont complexes et diversifiés. C'est ça. Plus une civilisation est riche, avancée, plus elle a de métiers, et plus ces métiers sont perfectionnés pour satisfaire une demande qui devient de plus en plus tournée vers le luxe, le raffinement. Et il y a une sorte de géographie des compétences, selon lui. Certains endroits sont plus avancés que d'autres. Absolument. Il note que les civilisations qui sont établies depuis longtemps sur un territoire donné développent des savoir-faire qui sont profondément enracinés. Il prend l'exemple de l'Espagne musulmane de son époque. Oui, Même si elle était en déclin politique, il reconnaissait qu'elle conservait d'une excellence dans certains arts, l'architecture, la cuisine, la musique, qui étaient hérités de siècles de culture sédentaire très raffinée. À l'inverse, il estime que les Arabes, parce qu'ils étaient plus proches de leurs origines nomades, étaient traditionnellement moins doués pour les métiers complexes, sauf bien sûr pour ceux liés à leurs matières premières, comme le travail du cuir ou de la laine au Maghreb. Il attribue une plus grande maîtrise générale des arts et métiers aux peuples qui étaient sédentarisés depuis plus longtemps, comme ceux de l'Orient ou les nations chrétiennes. et qu'est-ce qui pousse le développement des métiers vers le haut, vers plus de sophistication? Pour lui, il n'y a pas d'hésitation. C'est la demande. Et plus particulièrement, la demande qui vient du pouvoir en place, de la cour, de l'élite. Ah, d'accord. Ce sont eux les plus gros consommateurs de biens de luxe, de services raffinés. Leurs désirs, leurs besoins, ça stimule l'innovation, la qualité, la diversification des métiers. Et inversement, un métier qui n'est plus demandé, qui n'a plus de marché, eh bien il finit par péricliter, par disparaître, faute de praticiens et donc faute de transmission du savoir-faire. Il s'arrête sur certains métiers en particulier avec des remarques assez précises. Oui, il en analyse plusieurs. Déjà, il distingue les métiers qu'il juge nécessaires, l'agriculture, l'architecture, la couture, le tissage, la menuiserie, de ceux qu'il considère comme nobles en raison de leur objet. Lesquels, par exemple? Par exemple, le métier de sage-femme, l'écriture et la copie de livres, le chant, ou encore la médecine. Et sur certains, ses commentaires sont vraiment éclairants. Sur l'architecture, il dit que c'est le premier art de la sédentarité, pour répondre aux besoins d'abri. Il souligne son lien nécessaire avec la géométrie, l'ingénierie. Il note même qu'Euclide, selon la tradition, était charpentier. Ah oui, c'est un détail intéressant. Pour la couture, il dit que c'est typique de la vie sédentaire. Le fait de couper et d'ajuster les vêtements au corps, c'est un signe de raffinement, par opposition aux nomades qui se drapent plus simplement. Et il interprète l'interdiction des vêtements cousus pendant le pèlerinage à la Mecque comme un retour symbolique à cette simplicité originelle. C'est une lecture intéressante. Pour la sage-femme, sa description est étonnamment précise. De l'accouchement aux premiers soins du nouveau-né, il reconnaît son importance vitale et aussi sa connaissance empirique des tout-petits, qui est parfois, dit-il, supérieure à celle des médecins eux-mêmes. Quant à la médecine, il la juge plus nécessaire en ville qu'à la campagne ou dans le désert. Pourquoi ça? Parce que la vie sédentaire, les excès alimentaires, l'air qui peut être vicié en ville, tout ça favorise les maladies. Alors que la vie simple, active des Bédouins, elle les préserve davantage. Il lie d'ailleurs la plupart des mots à une mauvaise digestion. Et puis il y a une remarque très intéressante sur l'écriture et le calcul. Oui. Il soutient qu'ils développent l'intelligence, parce qu'ils obligent l'esprit à jongler constamment entre le concret, les signes écrits, les chiffres, et l'abstrait, les concepts, les idées. Et cet exercice-là, ça aiguise la capacité de raisonnement. Ce qui m'a frappé aussi, c'est cette idée que le fait de maîtriser un métier puisse en quelque sorte limiter l'esprit pour en apprendre un autre. C'est une observation psychologique assez fine pour l'époque, non? C'est très juste. Il explique que l'habitude qu'on contracte dans un métier devient comme une seconde nature. Il utilise l'expression « une qualité de l'âme qui finit par façonner la pensée ». L'esprit perd alors un peu de sa flexibilité originelle et il a plus de mal à acquérir une autre habitude, un autre savoir-faire complexe. C'est sa manière d'expliquer pourquoi l'excellence dans plusieurs domaines très différents est si rare. L'expertise dans un domaine crée une sorte de coloration mentale, dit-il. Fascinant. Bon, et le commerce alors? Acheter bas, vendre haut, ça paraît simple, non, sur le papier? Ça l'est en principe. Mais Khaldoun, là encore, il entre dans les détails, dans les stratégies. Il y a l'art de stocker au bon moment pour profiter des fluctuations locales des prix. Et puis il y a le grand commerce, celui qui consiste à transporter des marchandises sur de longues distances, souvent dangereuses. Le commerce transsaharien, par exemple. Exactement, le commerce avec le Soudan, comme il dit. Les risques énormes et la distance justifient des marges bénéficiaires très élevées pour les produits qui arrivent à destination. Il donne d'ailleurs un conseil très pragmatique. Il vaut mieux privilégier les biens de consommation courante et de qualité moyenne, parce que ça touche le plus grand marché possible.
Mais il dépeint aussi un tableau assez sombre des risques du métier de commerçant. Ce n'est pas vraiment une voie tranquille, hein. Ah non, loin de là. Il insiste beaucoup sur les dangers, la malhonnêteté des partenaires, les tricheries, les retards de paiement qui peuvent immobiliser le capital et grignoter tout le profit, le déni de dette. Pour s'en sortir, dit-il, il faut être soit très rusé, très tenace, prêt à défendre sa cause sans cesse, soit, et c'est la meilleure des protections, avoir un rang social élevé. Encore le rang. Encore le rang, oui. Encore le rang, oui. Un rang qui impose le respect et qui garantit un appui en cas de litige. Sans cette influence, le commerçant risque constamment de voir son capital s'effriter, voire de tout perdre. Et ça explique peut-être sa vision assez négative du caractère que forge le commerce. Il semble jugé moralement inférieur. Effectivement. Il considère que les qualités qui sont souvent nécessaires pour réussir dans le petit commerce, la ruse, qui peut frôler la tromperie, l'âpreté au gain, la tendance à la dispute, à la querelle, sont peu compatibles avec ce qu'il appelle la murowa. La mure au roi. Oui, c'est un concept arabe important qui renvoie à une sorte de code d'honneur, de noblesse de caractère, d'intégrité, de vertu virile au sens classique. Pour lui, les pratiques commerciales quotidiennes, eh bien, ils finissent par altérer cette murowa. Il nuance un peu, cependant, pour les très grands marchands, qui sont souvent issus de familles déjà riches ou puissantes. Eux, ils peuvent déléguer les aspects les moins nobles du métier à des agents, et ils peuvent surtout s'appuyer sur leur influence, leur rang. Et cette histoire de stockage de grains qu'il désapprouve fortement. Ce n'est pas juste une question morale pour lui, il y voit aussi une sorte de mécanisme d'autodestruction. Oui, c'est fascinant ça. Il juge très mauvais de spéculer sur le grain, de le retenir pour affamer la population et faire monter les prix artificiellement. Mais au-delà de la condamnation morale, il suggère qu'un tel acte attire une sorte de réprobation collective si puissante, il parle de la force psychique combinée de ceux qui sont privés, qu'elle finit par se retourner contre le spéculateur et par anéantir son profit. C'est presque une loi psycho-économique qu'il décrit. Incroyable. Et d'un autre côté, il analyse aussi les effets pervers de prix agricoles qui seraient trop bas, durablement bas. Ça peut sembler bon pour le consommateur à court terme, mais c'est désastreux pour les marchands, pour les agriculteurs eux-mêmes et même pour l'État. Pourquoi pour l'État? Parce que les revenus fiscaux de l'État, qui servent notamment à payer les fonctionnaires et les soldats, dépendent en grande partie de la prospérité agricole et commerciale. Donc si les prix sont trop bas, toute l'économie en pâtit, y compris les finances publiques. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, cette exploration des idées d'Ibn Khaldoun, ça nous révèle quand même une pensée incroyablement systémique sur l'économie et la société, non? Il connecte vraiment tout, le travail, la richesse, le pouvoir, le statut, les métiers, la morale même. Absolument. Les points saillants sont d'une acuité remarquable pour son époque et même encore aujourd'hui. On retient quoi? Le travail comme fondement de toute valeur, l'importance absolument cruciale du capital social et politique, ce qu'il appelle le rang, dans l'accumulation des richesses, parfois plus importante que le travail direct. Oui, L'évolution des métiers comme un miroir du niveau de civilisation. Et puis la nature ambivalente du commerce, nécessaire mais pleine de risques, à la fois matériels et moraux. C'est vraiment une grille d'analyse de la société qui reste pertinente sur bien des aspects. et peut-être une dernière idée pour nourrir la réflexion de ceux qui nous écoutent. Khaldoun souligne comment les habitudes mentales qu'on acquiert par un métier peuvent nous colorer, nous façonner, au point de limiter notre capacité à penser ou à agir différemment. Mhm. Ça fait écho aujourd'hui, non? On pourrait se demander comment nos propres spécialisations professionnelles, nos métiers modernes, influencent notre vision du monde, notre manière de penser, peut-être bien plus qu'on ne l'imagine. C'est une excellente question pour finir. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés dans cette discussion, somme toute assez approfondie.